Et voilà, numéro 1, c'est Franz Benjamin qui est député de Vio dans mon quartier Saint-Michel, le quartier de la radio, qui est notre frère, collaborateur et puis tout ce qu'on veut. Franz Benjamin, comment ça va? Ça va bien, mon cher Joël. Est-ce que c'est le poète que je reçois ou c'est le Franz Benjamin, toujours présent et en politique et jamais trop loin de la politique de son quartier Saint-Michel, lequel qui est là? Alors, je te dirais, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, un grand bonjour par ce si beau samedi. Il fait tellement beau dehors. À toutes les auditrices et auditeurs de la station. Alors, une chance qu'on peut écouter CPAM partout, pas seulement à l'intérieur de la maison, mais dans la cour aussi, par Internet, et donc à la radio, dans l'auto, en roulant. Donc, alors, vous qui nous écoutez, peu importe le mode par lequel vous nous écoutez, je vous souhaite un grand bonjour, un bon samedi. L'autre dirait une chance qu'on ça. Voilà. Et puis, notre invité au téléphone, on a tout essayé, mesdames, messieurs, pour essayer de l'avoir par Zoom. C'est ce professeur de sciences politiques à Moncton. Il est spécialiste des relations internationales et des questions chinoises. Professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, c'est Rorom Chantal. Bon après-midi, professeur Chantal. Bon après-midi, Jean-Ernest. Bon après-midi à M. Benjamin et à toutes les auditrices et les auditeurs de votre émission de la radio CPAM. Messieurs, ça me fait plaisir de partager cette antenne avec vous pour cette émission cet après-midi. Franz Benjamin, à tout honneur, tout seigneur, pour notre invité de Moncton. C'est un sujet qu'il doit connaître très bien, l'Asie. Et ouais, c'est l'assassinat comme premier sujet de l'ancien Premier ministre, Monsieur Abe. C'est au moment où on s'y attendait le moins. Parce que le Japon, c'est un pays vraiment particulier, qui ne fait pas de vagues, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui voit son développement. Et puis, Shinzo Abe était l'image parfaite de son pays, n'est-ce pas? Un premier ministre à ses affaires, qui a eu 2 mandats et qui s'est retiré. Mais paraît-il qui est toujours resté dans l'ombre de la politique. La politique ne nous quitte jamais. Et malheureusement, il a été atteint par balle, assassiné. Et ce qui arrive rarement dans ce pays qu'est le Japon, on dit c'est un pays où les armes ne posent pas un problème comme tel. C'est le destin, que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce que c'est mon professeur qui commence, professeur de Moncton? Est-ce que vous nous recevez bien? Oui, très bien. Je vous ai écouté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire dans cet assassinat? Tu sais, il y en a qui font des comparaisons parce qu'on était, et on viendra à parler un petit peu plus tard de l'assassinat de Jovenel Moïse. On dit la différence entre un pays qui fonctionne, c'est que un ex-premier ministre est assassiné et le jour même, on procède à l'arrestation de son assassin. Et puis, un président en exercice est assassiné. 1 an plus tard, l'enquête se poursuit, avec des perspectives qu'on ne trouve jamais l'assassin de ce président. Mais là, monsieur, on arrête les comparaisons. Oui, mais je trouve ces comparaisons vraiment fantaisistes. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Pour commencer, l'assassin présumé du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, n'avait pas pris la fuite du tout. Donc, les agents de sécurité qui voulaient l'arrêter en ce sens-là n'ont pas eu beaucoup de problèmes à lui mettre la main dessus au collet. Et donc, ça s'est passé naturellement dans les secondes qui ont suivi l'assassinat malheureux de M. Abe. Ça, c'est une chose. Vous l'avez mentionné aussi, que le Japon n'est pas réputé pour ces genres d'incidents
malheureux, l'assassinat de dirigeants politiques. Ceci étant dit, il y a quelques exemples, si on remonte par exemple au XXe siècle et même durant les années 1980, ça s'est déjà passé, des élus qui étaient assassinés pendant qu'ils étaient encore en fonction. Et les hypothèses qu'on a essayé de formuler dans les instants qui ont suivi cet assassinat, celui donc de l'ancien Premier ministre japonais, démontre qu'il pourrait s'agir d'un individu, d'une personne mentalement dérangée. Il a fait, ce monsieur, partie de l'armée japonaise. Ça fait environ 17 ans. Et puis quand même, pour finir là-dessus, l'arme qu'il a utilisée, c'est une arme de fabrication artisanale. Alors, si on fait vraiment ce saut fantaisiste du Japon jusqu'en Haïti, on découvre dans le cas de notre pays qu'il s'agissait plutôt d'un crime transnational impliquant jusqu'à 3 pays au moins, et parmi lesquels, pas des moindres, les États-Unis, où apparemment le complot a été ourdi avec l'implication de ressortissants colombiens, d'anciens membres des forces armées colombiennes, mais également d'haïtiano-américains et également, apparemment, il y avait des actions en République dominicaine. Donc, il y avait vraisemblablement, dans le cas d'Haïti, même pas vraisemblablement, l'implication de la garde rapprochée de l'ancien président Jovenel Moïse, étant donné que il a été assassiné sans qu'un coup de feu ait apparemment été tiré et sans que le moindre agent de sa garde rapprochée n'ait été blessé, voire tué. Donc, en ce sens-là, on est en présence d'un crime d'État dans le cas d'Haïti, alors que dans le cas du Japon, cela ressemble davantage à un incident isolé venant d'un individu, puisque M. Abe faisait, ses politiques ne faisaient pas l'unanimité, notamment ses efforts pour la remilitarisation du Japon, entre autres choses, puisque, comme on le sait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ne voulaient pas que ce pays redevienne influent dans le monde, avaient imposé une clause dans la constitution d'après-guerre qui actait la pacification de ce pays. Ouais. Et donc, M. Abe voulait sortir le pays de ce profil-là. Et d'autres politiques qu'il a évidemment suivies durant ces longs mandats au Japon n'avaient pas toujours fait l'unanimité. Alors donc, on va laisser Haïti, on ne fera pas la comparaison parce que ça n'a rien à voir. On va regarder, oui, l'assassinat de Shinzo Abe. Franz Benjamin, moi, en fait, pour l'histoire du Japon, parce que c'est une des rares fois qu'on a l'occasion de parler publiquement pour un dossier aussi médiatisé qu'est l'assassinat d'un ex-premier ministre, mais une figure connue du Japon. Une des rares fois qu'on a l'occasion de parler du Japon comme tel. Sinon, on va se rappeler de Pearl Harbor et puis la riposte qui va s'en suivre pour la première bombe atomique utilisée, et le pays s'est refermé sur lui-même, se développe selon ses moyens et ses capacités jusqu'au moment où on entend un assassinat comme celui de Shinzo Abe. Comme quoi on peut se développer silencieusement. Oui, mais le Japon aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que d'habitude dans l'actualité internationale, on entend souvent parler du Japon pour des questions de catastrophes naturelles, d'ouragans, de cyclones, de tremblements de terre, parce que c'est un pays qui est constitué d'une multitude de petites îles. Aussi. Mais pour des questions politiques. Des questions de politique, de violence politique. Moi, c'est la première fois dans ma jeune vie d'homme que j'entends parler du Japon à ce niveau-là. Au moment où, en fait, je vais amener mon segment de Montréalais. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, pour ne pas dire un an ou deux, un des enjeux auxquels fait face la métropole,
c'est l'enjeu de l'accès aux armes illégales. J'ai bien dit aux armes à feu illégales. Et avec la prolifération de fusillades un peu partout dans la métropole. Et on fait des morts, des jeunes victimes d'ailleurs. Et cette question-là, c'est une question politique au Québec, au Canada et à Montréal en particulier. Et très sensible. Absolument. Mais ce qu'il faut voir aussi, et nous tendons, beaucoup de gens, de politiciens, de militants qui plaident pour un meilleur contrôle, un plus grand contrôle de l'accès aux armes à feu, disent il faut légiférer davantage. Or, le Japon, c'est un des pays où l'accès, tu l'as mentionné Jean-Ernst avec raison, où l'accès aux armes à feu est un accès très serré, très contrôlé. On parle de, je pense que les chiffres que j'ai vus, c'est de l'ordre de 0,96% d'armes à feu par tête de 10 000 habitants, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Maintenant, pour ce qui est, et je suis d'accord effectivement avec l'analyse du professeur Chantal, c'est-à-dire sur les motivations du tireur, là il faudra attendre l'enquête parce que bien sûr il peut s'agir d'un tireur, un désaxé, il peut s'agir aussi, et ça aussi c'est une hypothèse qui est avancée aussi, le Japon est aux prises depuis des décennies avec des groupements, des sectes religieuses radicalisées. Et entre autres, cette secte que nous appelons en Occident la secte de Moon. Et dans quelques dépêches que j'ai vues, il semble qu'il y aurait des motivations qui soient liées à une question de cet élément-là. Donc attendons les résultats de l'enquête pour comprendre quelle est la réelle motivation du tireur. Il semble être quelqu'un qui a un passé comme employé irréprochable, mais c'est la police qui viendra nous dire qu'est-ce qui explique cela. Mais déjà, la police a déjà fait son mea culpa pour dire qu'il y avait des failles dans le système de sécurité. Alors, nous allons regarder du côté de Moncton. Moncton, c'est un tout petit pays dans le grand pays qu'est le Canada. C'est un tout petit pays où on parle français au Canada, anglais, c'est ça. Et Moncton n'a pas de problématique d'armes comme telle, mais il reste que, messieurs, cette question-là, l'assassinat de Shinzo Abe, oui, fait penser aux politiciens du Canada à leur sécurité, de manière, une façon de dire que personne n'est en sécurité. Et qui croirait que dans un pays où l'usage des armes à feu n'est pas particulièrement problématique, que c'est l'ex-premier ministre Shinzo Abe, même pas celui en fonction, mais c'est l'ex qui a été atteint. Comme quoi, lorsqu'on est en vue, tout est possible et ça donne vraiment à penser aux politiciens canadiens à trouver le moyen de sécuriser un Franz Benjamin qui, pour faire le parcours de son bureau dans Saint-Michel à la radio qui est dans Saint-Michel, va devoir se sécuriser de 3 gardes du corps, 6 pieds 7 pouces chacun, c'est énorme. Or, la politique que Franz Benjamin fait, c'est d'être partout, de vouloir se montrer, mais probablement que dans les prochaines années, si ça continue, la prolifération des armes à feu au Canada, professeur, ça sera adieu vos vaches cochons. Il faudra vraiment oublier cette façon d'être libre tout en étant politicien. Oui, tout à fait. Et l'analyse que M. Benjamin a proposée en ouverture, donc, puisque c'était sa première intervention, est tout à fait convaincante. Il a tout à fait raison, d'autant que dans le cas du Japon, le suspect présumé, Monsieur Tetsuya Yamagami, il serait déjà passé aux aveux en disant à la police qu'il, selon en tout cas les déclarations de la police, qu'il en voulait à Monsieur Abe en raison d'une organisation à laquelle Monsieur Abe appartenait et il s'agirait
selon toute vraisemblance, d'une organisation religieuse, donc d'une secte. Donc, le présumé suspect pensait que M. Abbé appartenait à cette organisation et il lui en voulait pour cette raison. Alors, ceci étant dit, il ne s'agit pas, de toute évidence, d'un problème, dans le cas du Japon, grave qui aurait trait à la possession d'armes à feu. C'est vrai que ces genres d'incidents doivent nous alerter, doivent alimenter certaines réflexions qui ont leur place, notamment dans le contexte nord-américain. Il faut quand même insister, dans le cas du Japon, qu'il s'agit d'un ancien membre de la force d'autodéfense du pays et donc qui est rompu au maniement des armes à feu, et l'arme qu'il aurait utilisée, je pense que c'est important de le mentionner, serait en apparence de fabrication artisanale. Tout ceci pour dire que même dans les meilleurs pays au monde, comme la Suède, le Danemark, les pays qui sont réputés pacifistes, qui ne sont pas en proie à ce genre de problèmes, le risque zéro en matière de sécurité n'existe pas. Ceci n'est pas pour dire que les débats au Canada, aux États-Unis, ne soient pas sur la circulation d'armes là, qui sont parfois aux mains de gens dont la santé mentale, par exemple, pose problème, ou qui ont un passé discutable qui devrait inciter la société, en tout cas les autorités, à davantage de vigilance, mais pour dire que, quels que soient les efforts qu'on déploie, malheureusement, ces genres de risques ne sont pas toujours prévisibles et donc il y aura toujours des brèches dans les systèmes de sécurité. Et dans le cas, pour finir là-dessus, de M. Abbé, évidemment, il était en campagne électorale, il prononçait un discours au profit de son parti, le Parti démocratique libéral, dans le cadre des élections qui vont venir. Et quand vous êtes en public, donc, oui, il y avait probablement des failles dans sa protection dans le système de sécurité, mais la sécurité est difficilement parfaite dans ce cadre-là. Donc, ce sont les risques qui sont associés à un métier quand on doit donc s'exposer en public en général. Alors, on va vers la pause commerciale, mais je m'en voudrais de ne pas relancer la question tout à l'heure et à faire cette comparaison plutôt sérieuse cette fois-ci. C'est une véritable comparaison. Le fait parce que depuis un certain temps, Franz Benjamin l'a dit, on a un sérieux problème de circulation d'armes à feu dans la grande région métropolitaine de Montréal. Oui, c'est vrai que les autorités ont mis beaucoup d'efforts à vouloir réguler, c'est un bien grand mot, même à vouloir, on va dire, contrôler les armes à feu, parce que je n'ai pas vu de législation comme telle au moment où on se parle. Le fédéral envoie la balle sur le municipal sur le provincial et tout ça, pour dire que la loi qui existe, qui est la loi criminelle, est suffisamment à jour pour faire face à la prolifération des armes. Mais sitôt qu'il y a un homme politique qui est touché, et ça devient une autre question, une question nationale qu'il convient de toucher, et peut-être qu'on va voir, qu'on va faire diligence, et il va y avoir possiblement une législation beaucoup plus sévère. Exemple, pourquoi pas des condamnations à des peines vraiment plus dures et plus sévères, comme le voudraient les conservateurs au pouvoir. Les conservateurs voulaient avoir des peines beaucoup plus sévères aux criminels. Est-ce qu'on a
pas toujours eu, n'est-ce pas? Donc, on va regarder ça, Franz, si tu veux, et professeur Rorom Chantal, mais d'abord, on doit faire la pause commerciale. Si vous me le permettez, messieurs. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. On fait la pause commerciale, mesdames, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Je rappelle que mes invités, c'est Rorom Chantal, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, et le politicien de Saint-Michel par excellence, n'est-ce pas, mon député Franz Benjamin, qui est là avec nous également pour commenter cette actualité nationale, internationale. On fait la pause tout de suite. On vous revient pour la suite dans un tout petit moment. Restez là. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 54 326 8665. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Pour le week-end du Festival Musique Créole de Montréal, Lions Entertainment et Cam Transfer présentent jeudi 21 juillet Kenny Way, Chapot, Flash Music, Mazora, Pasteur Blasé, DJ Marjomix, DJ Slim. Admission $40 avant le 1er juillet, $60 jusqu'au 18 juillet. Vendredi 22 juillet, c'est J Beats, Fly, Volume, Misty Jean, Florence et Luce qui mèneront la danse autour des DJ Dr Sound, Slim et Toto Borgela. Samedi 23 juillet, All White Affairs. New Look, Créola, Belle Vibe, DJ Odatrix, DJ Snoop. Dimanche 24 juillet, White Top, Blue Jeans, Blondie Ferdinand, Équipe, Vibe, Anthony Ju, Silunette Ben, DJ Abuelo, DJ Nali. Admission $60 avant le 1er juillet, $75 jusqu'au 18 juillet. VIP disponible à $125. Le tout au complexe La Providence, 65-66 Jarry Est. Les balles du Festival Musique Créole de Montréal, c'est la cerise à déguster sans modération. Info 514-588-3051. Bonjour, c'est Bito Vorba sur cpamradiounion.com. radiounion.com, c'est pas nous. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce.
Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires. L'information sous toutes ses coutures avec Jean-Ernest Pierre et son équipe. Tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec mes invités Chantal Rogom Chantal, qui est professeur de sciences politiques à Moncton, et puis Franz Benjamin, notre député de Vio, et professeur Chantal, ça va? Oui, ça va. Alors, une chance que moi, nous sommes des régionalistes. Mon député de Vio m'a rappelé, effectivement, en dehors des zones, qu'il y a eu au moins un projet de loi, une loi qui a été votée au fédéral relativement à la multiplication des armes illégales, armes à feu illégales dans la grande région métropolitaine, et ça, c'est pas parce que je ne le savais pas. J'ai même fait une entrevue dans le cadre de cette loi qui a été votée. Oui. Qui a été déposée. Qui a été déposée, Voilà. pas votée. Pas Elle n'a votée, pas été votée. pas encore. Parce que, bon, la plupart applaudissent cette loi. Et si cette loi a été votée, a été déposée et pas votée, Franz Benjamin, il y a des chances qu'elle meure au feuilleton, parce que c'est après une session, si on ne vote pas toutes les lois qui sont proposées, ça veut dire que la loi meurt au feuilleton. Cela dit, est-ce que c'est une loi qui apporte beaucoup plus de difficultés à ces gens qui font rentrer des armes, qui utilisent des armes illégales, généralement des armes des armes à feu en provenance des États-Unis? Est-ce que il y aura suffisamment de sévérité dans ces lois-là pour dissuader l'usage de ces armes? Pas sûr, parce que bon, on a vu beaucoup de gens aussi se plaindre en disant que c'est peut-être un pas dans la bonne direction, mais pas tout ce qui va donc empêcher les bandits, disons tout simplement des gangs de rue, d'utiliser les armes à feu illégales, parce qu'on a tellement de possibilités d'en fabriquer au Canada même. Ben en fait, c'est un projet de loi du fédéral, c'est un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement fédéral, projet de loi qui est encore au menu législatif du gouvernement libéral. C'est un projet de loi qui a été salué par certains, mais décrié par d'autres. Quant à moi, en fait, tout projet de loi visant au contrôle des armes à feu, particulièrement des armes illégales, sera toujours un bon geste. Maintenant, évidemment, on le sait, et le problème qu'on a, et toutes les forces de police, que ce soit ici au Québec, en Ontario, un peu partout, au Canada, nous le disent, et c'est surtout un problème, nous n'avons pas un problème avec le contrôle des armes à feu enregistrées. Nous avons surtout un problème avec des armes à feu illégales, c'est-à-dire des armes à feu qui ne sont pas enregistrées, qui nous viennent de toutes autres sources, et aussi des armes à feu de fabrication artisanale. Et là-dessus, l'accès aux armes à feu, c'est non seulement pour les organisations criminelles, toutes les organisations criminelles comme tu l'as évoqué, mais aussi pour n'importe quel kidam. Par exemple, moi, j'ai des intervenants jeunes et jeunesse qui me disent, aujourd'hui, il y a des jeunes de 13, 14 ans qui ne sont pas membres d'aucune organisation criminelle, mais qui ont un accès très facile à des armes à feu qu'ils peuvent se procurer, notamment via les médias sociaux, etc., pour 300, 400 $. Et ça, c'est un enjeu véritable pour la société. Et à côté de l'accès aux armes à feu illégales, il y a aussi l'enjeu sur lequel ce projet de loi-là est absolument muet aussi, c'est l'enjeu de la prévention. Tous les experts nous le disent. Pour chaque dollar qu'on met sur la répression, il faut mettre aussi $1 sur la prévention. Et là-dessus, on tarde encore à avoir de véritables réponses concrètes, sérieuses
à ce niveau. Mais comment se fait-il, professeur Rourom, qu'on a, quel que soit le gouvernement, on a tendance à davantage compter sur la répression que sur la prévention. Ainsi, on entend dans la communauté montréalaise des organismes communautaires qui sont sur le terrain et qui rencontrent ces gens potentiellement recrutables dans la communauté parce que c'est des maillons faibles de la société et qu'on aurait pu encadrer, mais comme a dit Franz Benjamin, il faut mettre des sous là-dessus, alors que on préfère, je dirais, mettre 3 fois plus d'argent dans la répression plutôt que sur la prévention. Alors, les organismes communautaires ne se retrouvent pas du tout, n'ont pas les moyens pour aider à résoudre un peu à leur manière le problème. Il y a probablement différentes explications possibles en réponse à cette question très importante que vous posez sur la question du contrôle des armes en circulation et en particulier celles illégales. Une première façon de voir la question, évidemment, c'est le fait de lobbies puissants, puisque quand on parle de contrôle d'armes, que ce soit au Canada, au Québec, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays pris au hasard dans le monde, mais le cas des États-Unis exemplifie par exemple cette situation. Ce n'est pas qu'on ignore ce qui doit être fait, mais les politiciens manquent en général de courage, de volonté politique pour prendre les bonnes décisions, préfèrent malheureusement caresser la bête dans le sens du poil. Et ce premier problème nous amène à une deuxième explication qu'on pourrait avancer, c'est le problème du fonctionnement même de la démocratie. Donc, on a vu, par exemple, en campagne électorale, des politiciens on a entendu des politiciens annoncer des mesures qui sont exemplaires, comme M. Trudeau qui annonçait une révision du système électoral, de la manière de voter au Canada, pour ensuite se déjuger, pour ensuite se rendre à l'évidence que ça valait pas la peine, sans doute pour des considérations politique. En ce sens-là, le problème de la démocratie, c'est celui des élections qui se succèdent, et même si la mesure serait dans l'intérêt du pays, serait dans l'intérêt de la province, s'il ne s'agit pas d'une mesure populaire, les politiciens vont reculer. Sinon, je ne vois pas pourquoi l'adoption d'une loi pour contrôler, pour prévenir la circulation d'armes à feu tout court, d'armes à feu illégales en plus, devrait faire l'objet de discussions dans un pays comme le Canada, où l'État fonctionne plutôt bien et exerce, au sens du sociologue allemand Max Weber, le contrôle de la violence physique légitime. Alors, messieurs, ça nous amène à regarder là où ça pose véritablement problème. Je ne veux pas dire que ça ne cause pas de problème ici au Canada, mais les États-Unis qui auraient intérêt, parce que aujourd'hui, c'est devenu vraiment une histoire quotidienne. Des tueries, surtout dans des écoles. Pourquoi les bandits vont choisir les écoles? C'est peut-être là où se réunissent le plus de gens en un seul point, n'est-ce pas? Et on compte faire le plus de victimes possible lors d'un seul événement. Et malgré tout, on voit que les politiciens ont énormément de difficultés à s'entendre. Oui, on a vu des avancées, mais est-ce que c'est suffisant entre démocrates et républicains pour arriver à juguler le problème, surtout lorsque vous avez une Cour suprême des États-Unis, la très savante, la très sage Cour suprême des États-Unis, n'est-ce pas, qui semble donner raison
à tous ceux qui prônent l'usage ou le port d'armes en public, n'est-ce pas? Lorsque vous avez l'arme à votre disposition, mais il est beaucoup plus aisé d'en faire usage, n'est-ce pas? Plutôt si vous l'aviez chez vous pour aller la chercher et revenir sur les lieux, n'est-ce pas? Ben, là-dessus, en fait, moi, là, quand j'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe aux États-Unis, et tu as bien fait de mentionner les victimes, et souvent les victimes, et lorsqu'on trace un peu un portrait des victimes, c'est dans beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes, des enfants qui sont des victimes, mais aussi, il y a aussi, n'oublions pas les crimes haineux aussi, et les Noirs, les Afro-Américains, il y a beaucoup de ces massacres-là, et dont les cibles étaient des Afro-Américains, et aussi les communautés LGBT aussi, les communautés LGBTQ+. Donc il y a beaucoup de crimes haineux aussi. Et il faut y voir là, je pense, les symptômes d'une société qui doit se regarder dans les yeux à défaut de dire, pour moi, de dire autre chose. Une société qui doit se regarder dans les yeux. La seule chose qui me donne la force d'espérer, c'est de voir de plus en plus cette voix de la société civile, des monsieur et madame tout le monde, dans plusieurs États américains qui se lèvent, qui sont debout, qui sont mobilisés, qui veulent prendre les choses en main, qui veulent que les choses changent, et que de plus en plus, cette question d'accès facile aux armes à feu deviendra un enjeu électoral dans plusieurs États américains. Absolument. Comme c'est le cas aussi, on espère, pour les élections mi-mandat, même si nous ne sommes pas américains, mais nous regardons les Américains évoluer de l'autre côté de la frontière. Ceux qui arrivent aux États-Unis peuvent facilement avoir des incidences ici, à la question de l'avortement et tout ça. Mais on revient à la question première, qui est l'usage des armes à feu aux États-Unis. Et j'ai bien aimé, je crois que professeur Chantal avait mentionné un mot là-dessus par rapport à notre démocratie, justement, et toi tu viens d'en parler, Franz. Est-ce que vraiment là, c'est pas le fait pour nous en Occident de regarder et de toucher même les contradictions de cette démocratie qui est un système, messieurs, je vais dire une bêtise peut-être que vous n'aimerez pas, mais le système le meilleur système de tous les systèmes est parfait. Le plus parfait de tous les systèmes est parfait. Mais oui, le fait, par exemple, qu'on soit en difficulté justement à cause des effets positifs de cette démocratie, pour changer les choses en faveur du plus grand nombre, empêcher cette prolifération des armes à feu de manière trop facile, n'est-ce pas? On n'est pas capable de prendre des mesures concrètes parce qu'il faudrait faire usage de mesures antidémocratiques parce que nous serions les premiers à crier à haut sur le baudet. Est-ce que c'est pas, professeur, justement, cette contradiction du système démocratique que nous touchons lorsque nous sommes en but à des difficultés semblables? Parce que nous aurions été les premiers nous-mêmes à crier à haut sur le baudet si un président américain, un premier ministre canadien viendrait et prendrait des mesures très strictes pour bannir les armes à feu. Mais absolument, je pense que vous avez tellement bien résumé le problème que je n'aurai pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Le problème est évident. Et là, il ne s'agit pas de la population, il ne s'agit pas de leur inculture, parce qu'en général, les mesures qu'on devrait prendre sont des mesures populaires, car ce sont les membres de la population en général, leurs enfants à l'école, dans le cas des États-Unis, qui ne reviennent pas à la maison, parce que les écoles sont parmi les cibles privilégiées de ceux qui veulent
tuer pour des raisons pas toujours évidentes. Alors, dans ce cas-là, le problème qui est lié effectivement au fonctionnement de la démocratie en Occident, c'est celui de la place, du rôle, de l'importance de mesurer des lobbies qui bénéficient, qui récoltent les bénéfices de la vente des armes. Et aux États-Unis, il ne s'agit pas seulement, comme on tend parfois à le croire, d'un problème républicain. Lorsqu'ils contrôlent le Parti républicain, le Congrès, ça entrave l'adoption de toute mesure. Les démocrates aussi empêchent parfois la régulation des armes. C'est pourquoi, donc, même si en général, en Occident, comme vous le disiez, la démocratie est perçue comme le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, comme le disait l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, certains critiques de la démocratie, certaines personnalités, certaines figures, certains chercheurs qui ont des objections au fonctionnement de la démocratie préfèrent parler de plutocratie, c'est-à-dire d'un système qui favorise les puissants, les riches, et je crois qu'aux États-Unis, le principal facteur de blocage qui empêche l'adoption de mesures pour freiner ces aberrations, on parle là de massacre, de tuerie, de la mort, la mise à mort de membres de la société américaine qu'on ne constate pas dans les autres pays avancés, le Canada, même si le problème s'y pose aussi, mais quand on compare le Canada aux États-Unis, on ne peut que se consoler. Eh bien, en cela, il faut poser le problème de la présence de lobbies puissants dont le fonctionnement n'est pas toujours régulé, et le Canada en sait quelque chose aussi. Et nous sommes en présence d'un législateur québécois et le problème de la démocratie, le problème de la société. Quand je dis le problème, c'est le fait d'avoir ces chartes-là qui sont souvent utilisées contre la société par des gens venus d'ailleurs et qui connaissent leurs droits. Dès qu'ils sont ici, ils savent si on pose un acte, on doit être jugé par un tribunal, au point où on doit contourner. Pour le 11 septembre, ils ont essayé de contourner les lois démocratiques des États-Unis pour aller établir des prisons à Guantanamo ou ailleurs, faire parler, utiliser des méthodes peu orthodoxes qu'on ne saurait utiliser aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais l'adversaire connaît notre système, ou les faiblesses ou les failles de notre système, et va les exploiter, ces failles-là, pour nous apporter ombrage et nous faire tort, ou nous faire du tort à nous-mêmes, n'est-ce pas? Et dans le cas des Américains, c'est exactement la chose. C'est les Américains qui sont les premiers ennemis des Américains. Si je parle du citoyen lambda de Saint-Michel, que je rencontre au quotidien, que j'écoute, qui nous demande, à nous les législateurs, à nous les élus, peu importe le palier auquel nous appartenons, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, de faire plus, de faire davantage pour le contrôle des armes à feu illégales, pour la sécurité, pas pour le contrôle des armes à feu illégales avant tout, mais pour la sécurité de leurs enfants et de leurs familles. Donc c'est ça la grande motivation des citoyennes, même celles et ceux qu'on voit encore mobilisés du côté aux États-Unis. Ces gens-là, à travers leurs requêtes, s'attendent à ce que les politiciens agissent, fassent quelque chose. Et je reviens à ce bon vieux dicton québécois qui dit « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ». Tout en ayant conscience des gestes que nous avons encore à poser ici même au Canada pour mettre tous nos enfants à l'abri de la prolifération des fusillades et de l'utilisation des armes à feu. Je connais les Américains nous envient par rapport à notre système. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de lobby. Il y a aussi un lobby et des armes à feu ici présents au Québec et au Canada. Mais ce lobby-là n'a pas la même emprise
sur la législature canadienne et québécoise que l'ont, par exemple, les lobbies américains. Ici au Québec, il y a une loi sur le financement des partis politiques qui encadre le financement des partis politiques. Et il y a une loi sur le lobbyisme qui impose des obligations aux lobbyistes. Donc, là-dessus, bien sûr, nous ne sommes pas immunisés, mais nous sommes à l'abri de beaucoup de dérives. En fait, moi, je les qualifie de dérives que je vois aux États-Unis par rapport à la mainmise. Et là-dessus, le professeur Chantal a encore raison, à la mainmise des lobbies, pas seulement de la NRA, mais d'autres organisations de lobby pour la prolifération des armes à feu, beaucoup plus extrémistes encore que la NRA, sur les politiciens américains, surtout républicains, mais aussi, évidemment, bien sûr, il y a beaucoup d'élus démocrates aussi, qui sont des ardents défenseurs de la liberté de posséder des armes à feu. Alors, messieurs, dans ma tête, je voudrais faire 1 heure sur la question haïtienne avec la commémoration du 1er anniversaire de la mort ou l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais je voudrais dire un petit mot, et je sais que professeur Oram Chantal peut faire 1 heure sur la question. C'est cette rencontre entre la Chine dans le cadre du G20, entre la Chine et les États-Unis. Il semble que, messieurs, la guerre de Troie n'aura pas lieu parce que les grandes puissances comprennent l'importance de s'entendre. Et particulièrement les États-Unis qui sont en danger de tout, en danger face à la Russie, en danger de perdre son hégémonie en faveur de la Chine. Et puis on veut parler un peu avec tout le monde. Professeur Oram Chantal, est-ce que ça va leur réussir aux Américains d'amadouer Xi Jinping? Non, et ils n'y parviendront pas, et je ne parie pas souvent, mais je suis prêt à parier $1 million. Je ne l'ai pas évidemment, il faudrait que je l'obtienne auprès d'une banque. Si vous gagnez à la loterie, la condition c'est si vous gagnez à la loterie. Oui, absolument. Et je ne joue pas. Non, trêve de plaisanterie, ils n'y parviendront tout simplement pas. Pourquoi? Parce que les Américains et leurs alliés occidentaux soutiennent une vision hégémonique de l'ordre mondial que la Russie et la Chine, au-delà de leurs divergences, au-delà de leurs aspirations respectives à devenir chacun, en ce qui les concerne, une grande puissance mondiale, que ces deux pays vont se liguer pour tenir tête face aux Américains et à leurs alliés occidentaux. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La Chine va utiliser toutes sortes d'acrobaties rhétoriques, d'une part, pour faire la différence nette et claire entre le cas ukrainien et celui taïwanais, puisque les Américains essayent d'instrumentaliser l'idée d'une menace chinoise par rapport à Taïwan pour essayer d'amener la Chine à prendre très très clairement position contre la Russie. La Chine a effectivement dit qu'il s'agit de 2 cas différents. L'Ukraine étant un pays indépendant, Taïwan étant une province chinoise selon la Chine. Ceci étant dit, la Chine va très habilement essayer, dans les discours que ses dirigeants tiennent sur la question ukrainienne, de se démarquer, encore une fois habilement, de ce que Vladimir Poutine appelle son opération militaire spéciale en Ukraine, mais en même temps, la Chine ne va jamais se liguer avec les Occidentaux contre son ami Vladimir Poutine. Les 2 dirigeants, je l'ai déjà dit sur cette radio, ont dit qu'ils sont très très proches l'un de l'autre,
Vladimir Poutine s'est même risqué à dire qu'il existe aujourd'hui entre la Chine et la Russie quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une alliance, et il parle déjà de quasi-alliance. Vous n'allez pas entendre ces mots aujourd'hui dans le contexte de la guerre pour les raisons que je viens d'évoquer, mais pour finir, ce qu'il faut se rappeler, et il suffit de le faire pour comprendre que la Chine et la Russie vont rester deux pays et vont former un bloc illibéral face au bloc libéral occidental, c'est seulement la veille de cette opération militaire en Ukraine que les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Pékin en février en marge des activités pour lancer les Jeux olympiques. Ils ont signé ensemble tout un ensemble d'accords qui vont aider la Russie à survivre aux attaques occidentales. Et demain, ces deux pays, en raison de leur affinité idéologique élective, vont se soutenir mutuellement, car la menace existentielle aujourd'hui posée à la Chine comme à la Russie ne vient pas de l'un ou de l'autre, mais vient, selon en tout cas la conception de leurs dirigeants, des États-Unis, des Américains, avec des puissances européennes qu'ils conçoivent comme étant inféodées à la puissance américaine. Alors, si tout se passe comme vient de le mentionner le professeur Ourom, ce n'est qu'une question de temps, hein? L'hégémonie américaine, France, ce n'est que... D'ailleurs, et moi je dis, ça c'est tellement clair, messieurs, là, qu'on n'a pas besoin de lire dans le Mar de Café pour voir que le royaume est divisé, le royaume américain est divisé, et puis il n'y a qu'à faire un pas pour dire que tout royaume divisé est appelé à disparaître. À défaut de disparaître, là, va finir par perdre son hégémonie, sa première place dans le monde, et d'autant que si ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, les premiers ennemis des Américains, c'est des Américains qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent, qui prennent et qui sont omnibulés par leurs armes, n'est-ce pas, en disant tuons-nous entre nous, n'est-ce pas? Donc non, en Orient, on n'a pas ce type de problème-là. On a un type de problème d'autoritarisme, mais ça met tout le monde ensemble à travailler, comme quoi cette démocratie-là qui veut que tout le monde a le droit d'avoir une opinion distincte, différente, peut-être est à remettre en question cette forme-là. En fait, je ne pense pas que ce soit la démocratie qui soit en question. Je pense que les Américains ont traîné beaucoup de vieilles casseroles, des débats internes acrimonieux qui se sont transformés en de débats acrimonieux, en situation de crise interne, où, rappelons-nous, en fait, je suis pas très bon en latin, mais il me semble que la devise des États-Unis, c'était « E pluribus unum », de plusieurs en un. C'est une nation qui avait réussi jusqu'au tournant du XXe siècle à pouvoir se construire, bâtir, consolider, développer, et en projetant toujours cette idée à l'extérieur de l'unité. Rappelons-nous, à chaque fois que les Américains se retrouvaient en guerre par rapport à d'autres pays, soudainement, il y avait trêve des débats à l'interne et puis tout le monde se rangeait derrière le président américain. Aujourd'hui, c'est pas à ça tout à fait qu'on assiste. On voit plutôt une société déchirée sur toutes sortes d'enjeux, divisée. On vient de parler de la question des armes à feu, la question, par exemple, de l'accès à l'avortement, par exemple, un autre enjeu qui démontre aussi clairement combien que cette société-là est divisée. Les questions raciales n'ont pas été réglées. Les crimineux dont on sont encore victimes, les Afro-Américains, les Latino-Américains, c'est énorme, c'est épouvantable. Et tout ça avec en toile de fond un leadership d'extrême droite porté par celui que vous connaissez comme chef de file et qui se vante de dire « Make America Great Again ».
mais qui a réussi tout simplement à faire de l'Amérique une société beaucoup plus divisée, beaucoup plus qu'autre chose. Alors c'est sûr que face à tout ça, et surtout le leadership américain dans le monde. Le leadership américain dans le monde en a pris un coup, un sale coup, dans la mesure où c'est pas ce type d'image-là qu'on voudrait voir. On veut suivre quelqu'un, mais qui a une image vraiment plus propre que ça. Ce qui se passe aux États-Unis, là, je pense même le Canada s'offre comme exemple modèle. On dit que les femmes américaines qui sont interdites de pouvoir interrompre leur grossesse peuvent traverser ici. On va vous aider. Mais ça, c'est pas une grande puissance. Quant à moi. Messieurs, on va, si vous me permettez encore une fois, parce qu'il faut payer la place, faire la pause commerciale. Et puis, au retour, on se promet de faire 1 heure sur la politique haïtienne dans le cadre de ce premier anniversaire de l'assassinat, commémoration donc de l'assassinat de Jovenel Moïse. Restez là, et c'était vraiment 2 choses différentes. Dans un cas, on fêtait, d'après ce qu'on m'a dit. Dans l'autre cas, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. On demandait justice pour Jovenel Moïse. Est-ce que Jovenel Moïse connaîtra une situation différente? Enfin, l'assassinat de Jovenel Moïse sera traité différemment. On verra ça un petit peu plus tard. Restez là. On vous revient immédiatement après la pause. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96-58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101. 514-723-6101. L'Église évangélique de la Réconciliation, dans le cadre d'un projet spécial, organise une soirée de levée de fonds, artistes invités. Evan Succès, Jacques Yel, la troupe de danse de l'Église, Duveau d'Ottawa et le clou de la soirée, Thibob de Nazareth. Écoutez Thibob de Nazareth, Paola. Oui, 23 juillet 2022, ça, Montréal, pour gros événement l'obéi ça. Venant directement des États-Unis, juste pour vous. Activité supportée par Cam Transfert, Francis l'Exterminateur, Boutique de l'Amitié, Création Serge, Lavoto Saint-Rémy, Bureau de comptable Cola, Michel Studio de Beauté, Epo Express Plus, Mama Nature. Le rendez-vous est placé au 10 550 avenue Drapeau à 18h30. Participation $50. Le cocktail dîner à plus sera servi. Billets chez Michel Studio et Boutique de l'Amitié. Info 514-569-0774 514-823-3551. Ici Eric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce.
Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Matilda qui bat un coup de balle, Patilal qui bat. Mais qui bagaille ça? Matilda. Oui, oui, oui. Matilda. Matilda qui bat un coup de balle, Patilal qui bat. $500, messieurs, perdu. L'argent pour m'acheter un vieux Bogota. Hey. Matilda passe, il prend il Patilal qui bat. Oui, oui, oui. Matilda. 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 Matilda qui bat un coup de balle, Patilal qui bat. La jambe t'est serrée en bas matelas. Li fait qu'un coup la femme l'amour. Il passe même le volet l'argent moins le Patilal qui bat. Mais qui bagaille ça? Matilda. Qui bagaille ça? Matilda. Mais qui s'habille là? Matilda qui bat un coup de balle, Patilal qui bat. Well, monsieur m'a donné un petit conseil. Pas quitter femme qu'on l'a fait nous bon. Attendez. Y'a pas semé, y'a prend l'argent, nous y'a Patilal qui bat. Mais qui bagaille ça? Matilda. Qui déblosage ça? Matilda. Qui cause ça? Matilda qui bat un coup de balle, Patilal qui bat. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Rorom Chantal, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Moncton, et notre député de Viau, Franz Benjamin, avec nous. Alors, avant d'aller à la pause, j'ai annoncé les couleurs pour dire que on va faire 1 heure, pour ce qui en reste, 1 heure sur Haïti, parler donc de cette commémoration, le premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. On attendait quelques révélations parce qu'on voulait être optimiste. Est-ce qu'il allait y avoir une commémoration avec quelques annonces extraordinaires à faire? Non, rien. Au contraire, le représentant du pouvoir a pris beaucoup de mesures, entre autres de créer, de faire de la journée de l'assassinat de Jovenel Moïse une journée fériée, comme si Haïti manquait de journée fériée, ou est-ce que c'est une journée fériée qui va permettre aux Haïtiens de réfléchir sur la façon de faire pour changer la situation du pays? Mausolée, en veux-tu, en voilà, sauf que on a vu que la famille de Jovenel Moïse n'a pas pris part à cette commémoration organisée par le pouvoir, ne croyant pas que le pouvoir, justement, veut faire en sorte qu'il y ait justice pour Jovenel Moïse. Et si la tendance se maintient, messieurs, on peut beau vouloir être optimiste, Jovenel Moïse, c'est un cas qui ne passera pas à l'histoire, dans le sens que ça sera comme tous les autres cas d'assassinat. Ça sera un dossier dont l'enquête se poursuivra ad vitam aeternam. Oui, Franz Benjamin. Alors, moi j'ai suivi ça avec beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse pour Haïti, pour la famille de Monsieur Moïse, et pour les Haïtiens, et aussi surtout pour les centaines d'Haïtiens aussi qui ont été victimes
qui sont victimes d'assassinats, de meurtres crapuleux et qui n'ont jamais eu droit à la justice. Et tout le monde se disait, ce cas-ci allait être un cas qu'on espérait, c'est fort ce que je veux dire, un cas d'exception qui aurait permis à la justice haïtienne d'exercer son rôle de manière effective, mais d'aucuns disent que peut-être s'il est à espérer qu'il y aurait un jour justice pour Jovenel Moïse, ce ne sera pas en Haïti, mais c'est beaucoup plus peut-être aux États-Unis. Et ça, c'est très triste. C'est très triste aussi de voir la posture que je qualifie de cynique des dirigeants actuels d'Haïti. C'est une posture que je qualifie de cynique. Professeur Chantal. Oui, moi je tiens à préciser tout d'abord que évidemment je présente à la famille de Monsieur Moïse mes sympathies. Je m'empresserai aussi d'ajouter que je ne suis pas un de ces partisans zélés qui réclament justice pour Monsieur Moïse, même si cette justice-là, elle est nécessaire dans le contexte national d'un pays. Je vais donner rapidement quelques précisions à ces déclarations qui peuvent paraître controversées que je viens de faire. Déjà, on met le gros plan sur la situation, sur l'assassinat de M. Moïse, mais on tend à oublier que M. Moïse lui-même, il se met le vent, d'où ses adversaires disent aujourd'hui qu'il a récolté la tempête. En effet, sous la présidence controversée de M. Moïse, les gens tombaient comme des mouches. Il y a des cas célèbres comme celui de l'assassinat de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à Port-au-Prince, maître Dorval, Montférier Dorval, qui, je tiens à le rappeler ici, avait été assassiné à quelques dizaines de mètres de la résidence privée du président, de l'ancien président lui-même, et l'intervention tout de suite après du président et de sa femme avait alimenté quelques doutes sur leur possible implication présumée. Et quelques jours avant, ce monsieur-là était à la radio haïtienne où il disait qu'il était à la disposition du pays et que si on avait besoin de lui, il serait prêt. Et à ce moment, on discutait du remplacement de M. Moïse dans le cadre d'une transition. Il y a également le massacre à la Saline, sous la présidence de M. Moïse, de plus de 70 personnes. Et quand on réclame justice pour M. Moïse, il ne faut pas que ça soit un cas isolé. Il faudrait qu'il y ait une commission vérité et justice qui éclaire l'ensemble de ces cas, dont celui de M. Moïse, dont la responsabilité lui-même était celui de protéger les citoyens et qui ne le faisait pas. Donc son cas, bien entendu, est compris, mais il faut étendre cela à des gens. Là, à la veille même de l'assassinat de M. Moïse, qui tombait quotidiennement, je le répète, par dizaines, et là, Jean-Ernest, vous le savez très très bien. Maintenant, non, si cette justice doit venir d'Haïti, on ne l'aura jamais. Vous avez tout à fait raison de le dire. Pourquoi? Eh bien, la raison essentielle, c'est que, par exemple, celui que Haïti a aujourd'hui, je suis bien content que M. Franz Benjamin soit là, puisqu'il est quand même un élu au Québec, peut-être qu'il peut prêter sa voix à cette cause. Il est lui-même un quasi-délinquant. Quasi-délinquant parce que la justice haïtienne l'a cité à comparaître, étant donné que selon l'enquête en cours, il aurait eu des contacts quelques instants après l'assassinat avec le principal présumé de l'assassinat du président. Au lieu donc de répondre à l'invitation de la justice, il s'est empressé de révoquer les autorités qui étaient en place, alors que lui-même, il tient le pouvoir en Haïti en dehors de toute constitutionnalité. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle
la veuve de Jovenel Moïse s'est refusée et dans un communiqué, les proches, la famille de Jovenel Moïse a tenu à l'expliquer et Madame Moïse, dans une entrevue avec RFI à l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat, a clairement dit que c'est pas elle qui accuse Monsieur Ariel Henry, le Premier ministre de facto, c'est l'enquête en cours et que pour cette raison, elle pense elle-même que M. Henry aurait des choses à dire. Et pour finir, je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais je pense que on a un devoir de vérité sur ces questions. L'ancien Premier ministre par intérim de M. Jovenel Moïse, Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, lui aussi soupçonne ce Premier ministre d'implication. Quelle doit être la responsabilité d'élus canadiens au Canada, comme par exemple M. Benjamin du Canada lui-même, ce serait d'exiger que la lumière soit faite sur ces questions. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le Canada, par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, organiser une rencontre avec les représentants des différents pays et des différentes organisations influentes en Haïti, pays et organisations, pour demander de l'argent et faire des promesses pour le maintien de ce monsieur. Il n'y a pas que monsieur Henry en Haïti qui soit capable de mener une transition, et il n'y a pas un groupe qu'on appelle Core Group qui est influencé par le Canada, par la France et les États-Unis, qui doivent imposer des dirigeants illégitimes et non élus au peuple haïtien, dont la société civile réclame la démocratie comme ça existe en Haïti. Moi, je suis choqué de constater tout cela. C'est pourquoi les États-Unis non plus ne feront pas jaillir la lumière sur cette question, parce que les États-Unis sont suspectés d'implication. Il est probable qu'ils cachent une partie de la vérité, et même si aujourd'hui il y a 3 personnalités qui sont arrêtées effectivement par la justice américaine, on est en droit de se demander si cette justice qui pourrait venir des États-Unis sera la vérité qu'on est en droit de connaître sur cette question. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long, mais je tenais à faire cette précision sur ce cas. Oui, Franz, oui. Alors peut-être 2 ou 3 précisions. En fait, je suis à ce micro. Je ne suis pas à ce micro comme porte-parole du gouvernement canadien. Mais si je devais faire écho à la position du Québec, puisque je fais mienne les positions successives du Québec affirmées à travers des motions que nous avions présentées, nous du Parti libéral du Québec à l'Assemblée nationale, qui ont toujours été des motions de solidarité affirmées du peuple du Québec envers le peuple haïtien. Et c'est pour moi important de le faire parce que pour moi, comme citoyen d'origine haïtienne, j'ai toujours considéré et je considère encore que le véritable changement auquel a droit le peuple haïtien ne pourra venir que du peuple haïtien. Et que tous les États, amis ou faux amis ou bons amis ou prétendants amis, ne pourront être qu'en solidarité avec l'avenir du peuple haïtien, la lutte du peuple haïtien. Maintenant, ceci étant dit, je respecte la position du gouvernement canadien avec des éléments auxquels je suis d'accord, avec des éléments auxquels je suis pas d'accord, mais c'est pas ça l'importance. Mais pour revenir à l'assassinat premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, je pense que l'idée d'une commission vérité, je pense qu'elle est importante pour faire la lumière et si on doit tenir une commission vérité, d'aucuns disent que cette commission vérité-là, elle pourrait se tenir aussi dans le cadre de tous les assassinats qui ont été commis sous le régime de Jovenel Moïse, mais bien avant aussi. Si tu permets, je vais rapidement terminer, mais je pense que dans l'inconscient collectif, il me semble que dans l'inconscient collectif, l'assassinat de Jovenel Moïse revêt quelque chose de particulier. Bien sûr, une commission vérité, justice, pour faire la lumière sur tous les assassinats, mais je pense que sur la question de l'assassinat de celui qui était
il avait cette légitimité-là, une légitimité discutable, mais d'aucuns disent, on salue l'assassinat d'un président haïtien. Il me semble qu'il y a quelque chose là que la justice haïtienne auquel on s'attendait. Bon. En tout cas, moi, comme observateur externe, que je m'attendais par rapport à la justice haïtienne, mais encore une fois, c'est une déception totale. Alors, première chose, c'est que cette justice haïtienne n'existe que de nom. Et ça, c'est pas Jovenel Moïse qui l'a fait. C'est tous les pouvoirs depuis 91, 90, 91, tous les pouvoirs qui ont contribué à vassaliser ce pouvoir distinct des autres, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire, qui n'existe même pas de nom, et on l'a vu récemment, là, c'est le palais de justice de Port-au-Prince qui a été pris d'assaut par des bandits, et on raconte à la blague que quelques juges ont essayé de se rencontrer au palais de justice de Port-au-Prince et on a seulement crié le nom de Iso et tout le monde a pris ses jambes à son cou et tout le monde est parti. Alors, tout ça pour dire quoi, messieurs? Il y a une incongruité lorsque nous disons que c'est un problème haïtien qui devrait être résolu par des Haïtiens et que nous attendons patiemment, par exemple, qu'on mette sur pied une commission justice et vérité, ça veut dire les pays amis d'Haïti, c'est-à-dire les autres. C'est l'affaire des autres qui vont agir à notre place. Or, quand je regarde ici seulement, là, nous sommes 3, on aurait pu mettre sur pied cette commission-là, avec d'autres, naturellement, une commission dont ne veut certainement pas le pouvoir actuel. Parce que si ce pouvoir-là ne veut pas que la lumière se fasse sur l'assassinat de Jovenel Moïse et sur bien d'autres assassinats, eh ben, c'est certainement pas cette commission, ce gouvernement qui va mettre en place. Jean-Ernest, si vous me permettez, je ne sais pas si Monsieur Benjamin voulait premièrement intervenir là-dessus, mais j'aurais aimé pouvoir faire un commentaire sur vos commentaires eux-mêmes. Oui, non, mais on a des gens, des gars naïfs, nous, hein. On a des gens bien élevés. Oui. La première chose, croyez-moi, je n'ai pas suggéré qu'il s'agisse d'une commission composée uniquement d'experts étrangers. Même si, malheureusement, dans le cas d'Haïti, compte tenu effectivement de l'inexistence, compte tenu du fait de la vassalisation du pouvoir judiciaire, vous avez bien fait de le mentionner, mais pas seulement du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, quand il y en a, du pouvoir exécutif, quand il y en a, de tous les pouvoirs en Haïti, je doute. Même si je sais que il y a des Haïtiens compétents, il y a des éléments du système judiciaire haïtien qui ont la personnalité pour mener le courage nécessaire pour mener à bien une telle enquête. Ces éléments-là ne seront pas choisis parce que on n'en veut pas, parce que on ne veut pas connaître la vérité sur cette question. D'où je ne vais pas m'embarrasser de scrupules nationalistes mal placés pour dire que une telle éventuelle commission ne devrait pas être intégrée par des experts étrangers qui pourraient collaborer avec des experts haïtiens pour, une fois pour toutes, faire jaillir la lumière sur ces questions, punir les coupables de manière exemplaire et donc envoyer un signal clair qu'à l'avenir, les tortionnaires, ceux qui commettent, qui orchestrent, ceux qui sont derrière de tels crimes ne seront pas tolérés à l'avenir. C'est ça le message qu'il faut envoyer à la société et je ne pense pas aujourd'hui que le pouvoir qu'on a en place ou que les éléments qu'on a dans le système judiciaire haïtien, je ne pense pas qu'ils veuillent ou qu'ils aient
tous les moyens à leur disposition pour faire connaître cette vérité. Donc c'est ça mon doute, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'un acte exemplaire soit posé une fois pour toutes. Et moi, je n'ai aucun doute, c'est pas que j'ai un doute, je n'ai pas de doute que ces gens-là ne veulent pas faire la lumière sur la question. On a des preuves. Quelqu'un qui veut faire la lumière sur une question, parce que nous sommes tous des justiciables, qu'on soit Premier ministre, qu'on soit le pape, on est tous des justiciables. On nous demande d'intervenir, à participer dans une question d'enquête sur l'assassinat de X ou de Y. Ne serait-ce que pour décliner les compétences du tribunal, on s'y présente, n'est-ce pas, pour dire que le tribunal n'a pas compétence et tout ça, mais de là à virer tout simplement le juge d'instruction, à le remplacer par d'autres, ça donne une bonne idée. Et c'est pas le premier, Ariel Henry, qui n'est pas un élu, c'est pas le premier à avoir eu un comportement semblable, pas vrai? Oui, vous avez tout à fait raison là-dessus. Je n'ai même pas de commentaires. Ce sont tous les pouvoirs successifs qui ont vassalisé ce pouvoir dont on ne veut pas l'indépendance. C'est pourquoi aujourd'hui, l'espoir que le système judiciaire haïtien, en son état actuel, puisse contribuer, parce que depuis quand même des décennies, à tous les crimes qui ont été commis, l'assassinat de Jean-Dominique de Radio Haïti Inter, des hommes d'affaires Antoine Izmiri, et vous avez raison, en cela c'était durant la présidence de Jean-Bertrand Aristide, pendant la présidence de René Préval, jamais on n'a connu la vérité sur quel que soit le cas pris au hasard, d'où aujourd'hui, je ne vois pas ce qui m'autoriserait à penser qu'on la connaîtra sur tous ces cas que je viens d'énumérer. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence dans le cas d'Haïti et je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent s'ils ne savaient pas, je suis moi-même d'origine haïtienne, je suis haïtien, mais dans le cas de mon pays haïtien, de mon pays d'Haïti, nous sommes en présence d'un État failli. Autrement dit, qui n'est même pas en mesure d'exercer le monopole de la violence physique légitime qui ferait donc de lui un État. Et pour régler aujourd'hui les problèmes de gangstérisation du pays, il faudra l'appui, le concours de pays étrangers pour le faire. Alors, Rorom, tu vas me permettre, parce qu'on se tutoie en dehors des ondes, je vais te tutoyer. Sans problème. Tu vas me permettre de faire la pause et puis on va continuer au retour justement avec la question, parce que tu parles de l'appui de la communauté internationale et on va voir si cette communauté internationale a intérêt. Parce que je regarde quand cette communauté internationale a des intérêts dans une question comme la question de l'Ukraine. Cette communauté internationale montre qu'elle a des intérêts. Mais dans le cas d'Haïti, Alors on fait la pause, on revient à croire, à analyser pour voir si Haïti a des pays amis véritablement. En plus du www.cpam1410.com et notre page Facebook Live, vous pouvez maintenant nous écouter 24 heures par jour sur votre téléphone au 438 804 55 20. CPAM 24 heures sur 24, 438 804 55 20 gratuitement. C'est quoi ça là-bas? Oh non, Nadine, je pense que c'est un requin! Quoi? Sors de l'eau! Ah! Mais non, c'est un dauphin! Oh. On va te prendre un 649. Prochain tirage, 20 millions. Informer occupe une place de choix à CEPAM. Tous les jours, les nouvelles du monde entier vous sont apportées sous des formes diverses sur les ondes du AM 1410 Montréal. En fait, convaincu qu'un public bien informé est en mesure de faire les bons choix pour lui-même et pour sa collectivité, nous faisons de l'information notre raison d'exister. Vous avez manqué une nouvelle sur les ondes? Allez en tout temps au www.cpam1410.com ou sur notre page Facebook
Facebook à CEPAM1410 pour vous mettre à jour et laissez-nous vos commentaires. À CEPAM, l'information, on en fait notre affaire. À lire aujourd'hui au www.cpam1410.com. Assassinat de Shinzo Abe au Canada. La sécurité des élus doit rapidement être améliorée. Un homme accusé de meurtre, le BEI enquête. Panne chez Rogers, le service se rétablit peu à peu. Procès d'un rédacteur néo-nazi, Gabriel Soyer-Chaput voulait fomenter la haine, plaide la couronne. Convoi de la liberté, Tamara Lich restera derrière les barreaux. Violence sexuelle en milieu scolaire, Roberge veut défaire la culture du silence. Twitter annonce une action judiciaire après le retrait d'Elon Musk de l'accord de rachat. Restaurer le droit à l'avortement, l'adoption d'une loi au Congrès serait la voie la plus rapide, estime Joe Biden. Les États-Unis accusent la Russie d'aggraver la crise alimentaire et énergétique. Guerre en Ukraine, nouvelle aide militaire de Washington. Mieux comprendre l'assassinat de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe. Guerre en Ukraine, jour 135. Lavrov boude le G20 après les critiques sur l'invasion russe. Europe de l'Est, le soutien aux Ukrainiens diminue avec le temps. Détenu en Russie, Biden appelle la sœur de Paul Whelan, autre citoyen américain détenu. Haïti, insécurité. La mère de l'ex-ministre Marie-Greta Roy Clément et son chauffeur enlevés à Port-au-Prince. Cuba rapatrie 178 migrants haïtiens qui ont échoué sur les côtes de l'île fin juin dernier. Haïti, le gouvernement et l'OEA signent un protocole d'entente pour renforcer les capacités opérationnelles de la police. Ces titres et bien d'autres à lire avec développement images et vidéos à l'appui au www.cpam1410.com et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Merci. CPAM, radiounion.com, pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour à Grâce Matinée avec Rorom Chantal et Franz Benjamin et moi-même. Nous sommes là à analyser l'actualité haïtienne cette fois-ci. Et puis, avant d'aller à la pause, il était question justement de savoir d'où viendra le secours pour Haïti, messieurs. Certainement pas de la communauté internationale, certainement la communauté internationale. Je me permets de le dire, messieurs, parce que on va commencer depuis
l'année 1994, je crois, et peut-être 94, le retour de Jean-Bertrand Aristide, en fait, on peut faire remonter la présence des Américains sur le territoire de la communauté internationale, sur le territoire d'Haïti depuis 1994 à la faveur du retour de Jean-Bertrand Aristide. Et depuis, on a une présence bon an mal an des étrangers sur le terrain avec la promesse d'aider à professionnaliser la police et patati et patata et tout le reste et tralala et tralala. Donc, après toutes ces années, qu'on soit dans une situation pire qu'après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, on soit dans une situation pire que sur le plan économique, social, pire que sous la dictature, mais messieurs, qu'est-ce que nous veut cette communauté internationale-là? Comment se fait-il que nous puissions oser compter sur la bonne foi de cette communauté internationale? Moi, j'ai déjà dit et je crie haut et fort, quand cette communauté internationale dit aux Haïtiens d'aller à gauche, mais c'est à droite que les Haïtiens doivent aller parce que cette communauté internationale a un plan pour les Haïtiens, a un plan peut-être pour Haïti et pas pour les Haïtiens, un plan pour Haïti sans les Haïtiens, je ne le sais pas, mais il faut arrêter de compter sur cette communauté internationale pour aider Haïti. Et c'est pour ça que je dis qu'il est temps, lorsqu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'il faut avoir de la suite dans les idées, d'avoir une commission de justice et de vérité sur ce qui s'est passé ces dernières années dans les assassinats, entre autres assassinats de Jovenel Moïse, entre autres assassinats de Jean-Léopold Dominique. Oui, cette communauté des Haïtiens de la diaspora pourrait participer, pourrait mettre sur pied une telle enquête, parce qu'il ne faut pas compter sur les Américains. Je vous assure là, pour ceux qui ont dit, j'ai beaucoup de respect pour vous, que les Américains peuvent contribuer à nous aider à faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais non, c'est pas vrai du tout. On ne saura absolument rien. Lors du coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 91, les Américains avaient leur main dans ce coup d'État et le rapport qui en est sorti, c'est un rapport caviardé où on ne voit pas les noms des Américains, mais on sait seulement que les Américains étaient présents. Aujourd'hui, c'est vraiment sans prendre de détour qu'il commence une enquête en nous disant non, il faut cacher certaines informations, caviarder encore des noms, etc. Ça risque de compromettre l'enquête. Est-ce qu'il n'est pas dit que Jovenel Moïse avait des ambitions de se passer de la présence des Américains en Haïti et d'aller chercher de l'aide pour Haïti en dehors du circuit traditionnel des Américains et de la communauté des bienfaisants pour Haïti? Ben, peut-être qu'il faut chercher aussi là l'assassinat de Jovenel Moïse. Et si les étrangers ont leur main dans cet assassinat, on n'en saura pas un traître mot. Peut-être 30 ans plus tard, lorsqu'on aura libéré les écrits, les textes qui sont gardés secrets, hein, et à ce moment-là, nous ne serons plus dans ce monde, n'est-ce pas? Nous ne serons plus de ce monde et on ne saura jamais comment Jovenel Moïse a été tué. Et pourquoi Jovenel Moïse a été assassiné. Et quelle agence américaine a participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Peut-être que professeur Orom s'est trop impliqué un homme politique dans des questions comme ça. On va protéger notre homme politique. Oui. Vous avez raison que j'ai déjà essayé d'impliquer, mais pas de façon méchante, parce qu'il a quand même une notoriété. Et puis, il a répondu, par exemple, à votre invitation pour venir commenter les choses. Et ça, il mérite. On doit mettre ça sur son crédit. Et quand je m'adresse à lui, je me permets de m'adresser à lui. C'est pas pour dire qu'il le fait parce qu'on attendrait de lui
Mais non, c'est que nous sommes dans une situation désespérée dans le cas d'Haïti et vous avez, à mon avis, ce n'est pas parce que je vous connais qu'on se parle en off, etc., vous avez soulevé les bonnes questions. Donc, je pense que la communauté, et ceci, je ne disculpe pas les élites haïtiennes pour leur responsabilité dans le drame haïtien, dans la tragédie haïtienne, mais ces pays de la communauté internationale qui se disent des amis d'Haïti sont en réalité les principaux ennemis du pays. Je vais rappeler vraiment à grands traits, à pieds joints, quelques événements et tout le monde, si on en doutait encore, se rendra à l'évidence. Les Duvalier sont restés au pouvoir 27 ans, père et fils, dictature sanguinaire, là, à moins de 2 heures des États-Unis. Pourquoi? Parce que les Duvalier se sont présentés comme un rempart contre le communisme. Sans l'appui des Américains, cela ne se serait pas produit. À chaque fois qu'il y a des dirigeants progressistes, même s'ils ne sont pas des anges, qui arrivent au pouvoir en Haïti, ils sont soit persécutés, soit chassés. Jean-Bertrand Aristide, il était loin d'être un ange, je l'ai déjà dit à cette antenne. Il a été chassé 2 fois, évincé 2 fois du pouvoir, et on connaît également l'expérience avec René Préval, qui était proche d'Aristide, en tout cas au plan idéologique. Après, on a fait l'expérience de Michel Martelly, qui n'était pas qualifié. Il ne s'était pas qualifié. On le sait. Les autorités électorales d'alors l'ont dit. Et son choix a été imposé par les Clinton, Michel Joseph Martelly, sans qualité, sans qualification pour occuper ce poste. Et on sait ce que sa présidence a laissé au pays. À la suite de lui, il a choisi son poulain, Jovenel Moïse, et on sait ce qu'il est advenu du pays. Ces 2 derniers présidents n'ont organisé aucune élection pour renouveler le personnel dirigeant du pays. La corruption s'est érigée en système. L'impunité a été une modalité de gouvernance. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on devrait attendre de pays qui se disent amis d'Haïti? Le Canada, les États-Unis, la France et des principales institutions qui sont représentées au pays. Eh bien, conformément, par exemple, à l'initiative, au leadership que le Canada veut exercer en se présentant comme un parangon des vertus démocratiques dans le cas du Venezuela, dans le cas de Hong Kong, par exemple, et dans le cas de l'Ukraine, où on voit clairement une politisation à outrance de ces questions, eh bien, on s'attendrait à ce que ces pays disent que nous sommes des démocraties. Par exemple, quand le Premier ministre Justin Trudeau franchit le Rubicon, il se fait rappeler à l'ordre par de simples commissaires. Je dis simple pas pour les minimiser, mais en comparaison avec le profil, avec les responsabilités de M. Trudeau et M. Benjamin qui est là. S'il s'écarte des règles qui lui sont imposées dans le cadre de ses fonctions, il connaîtra le même sort. On a entendu, en dépit de l'activisme de la diaspora haïtienne au Canada, jamais Ottawa, ni Mme Freeland lorsqu'elle était là, ni aujourd'hui Mme Joly, jamais prendre la parole dans le sens de la défense de la démocratie en Haïti. On est désespéré. Or, la seule solution aujourd'hui qui serait une solution idoine, idéale pour Haïti, ça serait que les gens se révoltent dans le cadre d'une révolution pour pouvoir prendre les choses en main. Et là, ce n'est pas une invitation, c'est ce vers quoi on avance si jamais les gens qui sont influents, parce qu'aujourd'hui, ce que vous aurez retenu de ce que je vous disais jusqu'ici, c'est que les Haïtiens ne choisissent même pas leurs dirigeants. Monsieur Jovenel Moïse a été assassiné parce que le Canada, les États-Unis et la France l'ont maintenu au pouvoir au-delà de
du mandat constitutionnel au terme duquel il aurait dû laisser le pouvoir. Alors voilà, quand on parle de la situation en Haïti, il ne faut pas nous limiter à la responsabilité des élites haïtiennes, il faut au contraire souligner de préférence la culpabilité, la duplicité de ces pays influents de la communauté internationale qui soutiennent le statu quo parce que ça leur... ils tirent des bénéfices de cela. Ces dirigeants illégitimes et corrompus, évidemment, défendent les intérêts du Canada, dont les grandes compagnies minières sont impliquées en Haïti. C'est la même chose pour le frère de Mme Clinton. On sait tout ça, je m'arrête là. Oui, Franz. Alors, j'ai été vraiment de toute oreille par rapport à cette lumineuse analyse du professeur Chantal. Moi, je suis de ceux qui pensent que le professeur Chantal a souligné qu'il ne faisait pas un appel à la révolution. Alors, moi, je fais un appel à un sursaut patriotique. Moi, je pense que c'est ce qui manque. Et ce sursaut patriotique-là, si cela se traduit par une révolution, donc, tant mieux. Bravo. Bravo, monsieur Benjamin, bravo. Voilà. C'est un sursaut patriotique. Parce que tant de fois, malheureusement, trop de fois, j'ai vu des hommes à genoux. Ce que j'ai déjà eu à qualifier au Salon Bleu, dans un discours pour saluer la dignité du peuple haïtien, de petits hommes. Trop souvent, j'ai vu trop d'hommes à genoux en Haïti. Qu'ils soient des dirigeants politiques, qu'ils soient des élites économiques, et par moments, hélas, des élites intellectuelles aussi. Et on ne fait pas une société forte avec la démission, ou du moins l'absence totale de nos élites dans la prise en charge de la chose publique. Ce que nous avons vu au cours des dernières décennies en Haïti, c'est une vassalisation totale, un démantèlement des institutions haïtiennes. Que ce soit, on a amplement parlé des institutions judiciaires, mais on peut en parler aussi de l'éducation, on peut parler de l'économie. Donc, on peut parler de tout ça. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce qui est urgent, face à une population qui n'en peut plus, qui ne décide même plus de comment il souhaite mourir, c'est-à-dire les gens se disent, écoutez, rendons-nous à la terre de feu pour remonter jusqu'au Texas, quitte à se faire manger par des reptiles ou autres, parce qu'il n'y a plus de vie chez nous. Prenons la mer, ça on le fait depuis au moins une 40aine d'années, donc pour aller se faire humilier. Donc rappelons-nous Chrome, il faut jamais oublier Chrome. Souvent ce qui nous arrive, nous comme Haïtiens, c'est l'amnésie. Je l'ai souvent dit à ce micro-là. Nous sommes amnésiques et nous avons oublié ce que nous avions déjà été, pour paraphraser René Lévesque, nous avons été déjà quelque chose comme un grand peuple et nous avons oublié encore trop vite tout ce qu'il y a eu sur nous comme dérapage, comme humiliation, comme blessure. Parlons de l'Artibonite un peu. La vallée de l'Artibonite. Ce que les Américains, et Clinton l'a reconnu d'ailleurs, a fait de la production rizicole haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je rencontre trop souvent des Haïtiens qui aiment beaucoup Haïti, mais qui n'ont pas conscience que cet Haïti que nous voulons, je parle des Haïtiens de la diaspora, et cet Haïti que nous voulons changer, ça commence par nous-mêmes comme individus, à exercer cet élan patriotique en tout temps envers Haïti. Et ça, c'est important. Franz, je pense que tous les jours que je vous entends, que j'entends d'autres Haïtiens qui s'expriment moins publiquement, je vois la fierté, je vois cet élan patriotique, mais ça doit se traduire par quoi? Ça doit se traduire par un leadership, c'est ce qui manque justement, parce que j'ai l'impression que les Haïtiens veulent tous vivre. Nous avons un tellement beau pays que nous aimerions vivre la beauté, la richesse qu'on a dans ce pays-là,
et on a peur de mourir et on a peur de prendre des risques et on se dit que si on ose, ben l'étranger ne nous laissera pas, on va nous tuer. Si on ose, si on ne demande pas l'autorisation. Je me rappelle un président qui, suite au tremblement de terre de 2010, a demandé à l'OEA est-ce qu'il pouvait organiser des élections dans les circonstances. Imaginez. C'est contre ce président, d'ailleurs, que la population voulait porter plainte à l'ONU. On se rappelle, hein? Autrement dit, les Haïtiens ne prennent pas leurs responsabilités face à leur pays. Et nous, de la diaspora, parlons de nous. On n'a pas pris nos responsabilités par rapport à notre pays. Toi et moi, Franz, on a été élevés, on sait, dans l'Artibonite sacrée, mais l'Artibonite n'avait pas que des vaches sacrées, n'est-ce pas? Nous, on a été élevés avec l'argent du peuple, n'est-ce pas? Aller à l'école publique, etc. Qu'est-ce que nous avons fait pour ce pays en retour? Oui, mais moi, j'aurais un désaccord, si vous me permettez, avec l'analyse que vous venez de proposer. C'est pas souvent, je pense même que c'est la première fois que cela nous arrive. Je pense que l'analyse que je viens de faire démontre au contraire que les Haïtiens sont maintenant privés de leur droit à l'autodétermination. Et là, je vais me contenter de prendre le seul exemple de la gestion de la transition après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a tout juste 1 an. Quelques jours après, le Premier ministre qui est présentement en place a été institué par un simple communiqué de ce que l'on appelle le corps groupe, qui est un regroupement des ambassadeurs des pays les plus importants et des représentants des organisations internationales les plus importantes en Haïti. Aucune consultation avec quelque Haïtien que ce fût. Premièrement. Deuxièmement, et je terminerai là-dessus, je l'ai déjà dit à ce micro, à cette antenne, de mémoire d'Haïtiens, de journalistes. Et là, je me permettrai de souligner ici que j'ai travaillé avec les Nations Unies 7 ans avant de venir au Canada pour mes études. Et j'ai été impliqué dans pas mal de négociations. J'étais au courant. Je ne me rappelle pas de mémoire d'Haïtiens, de journalistes et de fonctionnaires internationaux qu'un mouvement similaire de la société civile haïtienne, mais rejoint également par des partis politiques importants, ait jamais été lancé depuis la chute des Duvalier pour essayer de prendre le pays en main. Ce mouvement, vous connaissez son nom, c'est l'initiative de Montana, qui est loin d'être perfectible. On peut lui adresser ses critiques, qui seront, je crois, recevables. Mais jamais une initiative haïtienne n'a fédéré autant de secteurs et autant de figures de la société civile. Des gens qu'on connaît. On connaît leur militantisme en faveur de la démocratie, qui ont dit voici. Aujourd'hui, basta. Ce qu'il faut à Haïti, ce n'est pas un changement cosmétique, puisque aujourd'hui, le mot d'ordre en Haïti, c'est l'organisation d'élections. J'ai été invité ici au Canada par 2 ambassades influentes de 2 pays dont je ne citerai pas le nom ici, et j'ai essayé de faire comprendre que les élections font plutôt partie du problème dans le cas d'Haïti, plutôt que de la solution. Et que comme le revendique cette initiative, qui est intégrée par beaucoup de secteurs, d'intellectuels, de partis politiques, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une transition longue, d'au moins 2 ans et peut-être de 3 ans, pour permettre aux Haïtiens de conduire un dialogue interhaïtien, d'envisager un pacte de gouvernance qui dirait ce que Haïti doit être au XXIe siècle. Enfin, la conclusion, l'élaboration d'un mécanisme de mise en œuvre avec éventuellement un conseil de sages dont les membres permettraient
suivre la mise en œuvre de ce pacte. Alors, Oram, je m'excuse de te contredire. Tu vois, ce que tu dis là, parce qu'il fallait t'arrêter là, c'est quelque chose que ne permettrait jamais la communauté internationale. Et ça, parce que tu l'as dit, nous sommes privés de ce droit à l'autodétermination. Lorsqu'on vous prive de votre droit à l'autodétermination, il faut savoir récupérer ce droit à l'autodétermination, mais sans demander la permission de celui qui vous prive de ce droit à l'autodétermination. On s'entend? Mais on n'est pas en train de leur demander la justice. Il faut agir. Les Haïtiens demandent la permission. Si la première fois tu ne réussis pas, il faut essayer une deuxième fois, etc. À l'initiative de Montana, mon cher Jean-Ernest, ils ont fait toutes les propositions. Ils ont même été de l'avant, en désignant un président. En la personne de l'économiste Friedjean. Bon, évidemment, j'aurais mes réserves. Je ne défends pas. Je n'ai jamais été moi-même. On s'entend. Je n'ai jamais fait partie de cette initiative. Je n'ai jamais été mêlé à quelques démarches partisanes, que ça soit en Haïti, je tiens à le rappeler, et également, ils ont choisi cette initiative en Premier ministre en la personne de l'ancien sénateur Steven Benoît. Là encore, j'aurais mes réserves. Moi, je pense qu'on aurait dû jeter son dévolu sur des autocrates, des gens qui n'ont jamais été... Chantal Rorom, moi, j'ai participé, je m'excuse, j'ai participé en 2004 à une rencontre dans ce qui, de ce que j'ai vu là, moi, la plus belle maison que Haïti ait possédée, occupée par des ONG, des coopérants. Et j'étais le seul nègre, le mot commençant par le N là, sur la table. Et savez-vous quoi? Chez moi, j'étais minoritaire, ils ne m'ont pas vu, et ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire sur les Haïtiens, c'est-à-dire les Haïtiens sont vus comme des êtres qui attendent de recevoir l'ordre de la communauté internationale, qui même lorsque cette communauté internationale invite des Haïtiens, des frères ennemis, à s'asseoir à une table, à un hôtel, les Haïtiens réclament que l'étranger paye les frais de l'hôtel. Mais quel respect que tu veux que ces gens-là te vouent. Les étrangers n'ont pas de respect pour les Haïtiens, littéralement. Et s'il y en a aujourd'hui qui n'étaient pas du sérail et qui se présentent et qui veulent se mouiller, mais n'attendez pas à ce que les Haïtiens disent, les étrangers disent, ah, mais c'est des nouveaux, peut-être qu'ils sont plus sérieux. Ils vont vous prendre pour des pareils aux vôtres qu'ils ont déjà vus, n'est-ce pas? Alors maintenant, là, s'il faut faire la révolution doit commencer entre les deux oreilles. Oui, mais il y a des Haïtiens qui sont droits dans leurs bottes. Voilà. Jean-Ernst, toi qui t'exprimes, les gens qui t'écoutent, ils ont compris que tu es du nombre. Monsieur Benjamin, qui est d'Haïti, qui a même, tout en étant élu ici, osé préconiser une révolution dans le cas d'Haïti. Et moi, je connais intimement ce pays où je suis né, où j'ai grandi pendant toute ma vie de jeune et d'adulte. Il y a des Haïtiens, Jean-Ernest, sauf que on ne veut pas de ces Haïtiens connus pour leur indépendance, pour leur force de caractère, parce que tous les gens qu'on veut placer au pouvoir, ce sont des gens qui sauront, comme l'a montré le Premier ministre de facto d'Haïti, qui sauront courber l'échine face aux représentants des pays étrangers. Il était à Washington et il s'est incliné, littéralement. L'émission est terminée, mais, messieurs, il faut se donner rendez-vous la prochaine fois parce qu'on n'a pas terminé l'idée, là. Hein? Faut se donner rendez-vous la prochaine fois parce que, pour une fois, là, je suis en désaccord et il faut qu'on trouve un accord entre nous.
Mais vraiment là, messieurs, il ne faut pas demander la permission. Ils ne voudront jamais de nous des hommes indépendants. Désaccord, puisque je suis d'accord avec toi. Ah mais oui, mais et moi aussi. Il faut s'accorder, messieurs les Haïtiens. J'ai dit en dehors des ondes là que chaque fois que je fais faire du tourisme, Chantal, en Haïti, je vais à l'hôtel et à tous les matins après le déjeuner, tu vois chaque nègre son blanc. Chaque blanc son nègre à la table, ils sont en train de négocier l'avenir d'Haïti, des business là, et le nègre haïtien qui a tout le pouvoir croit qu'il a absolument besoin d'un blanc pour lui permettre d'arriver, etc. Et le blanc va exploiter cette situation. Et ça, c'est pas toujours de bons blancs, c'est des blancs becs. Hein? C'est souvent des blancs becs là. Alors, c'est la faute aux étrangers, mais c'est d'abord et avant tout la faute aux Haïtiens. Alors, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Il faut continuer la conversation. Et puis, il faut agir, messieurs. Pas vrai? Absolument. Quant à moi, pour moi, c'est un rendez-vous. Donc, ça a été un plaisir de partager l'antenne avec vous, professeur Chantal. Ça a été un vrai plaisir. C'est partagé. J'ai beaucoup aimé, effectivement, participer à la causerie en votre compagnie. Ça a été très agréable. Merci, professeur. Merci et passez une bonne semaine, fin de semaine et semaine. Et merci à Franz Benjamin, merci à Jess Pierre, merci aussi à Madame Gisèle Hébert. Merci et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir. À bientôt. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410.